À mon mariage, le père de ma riche épouse a dit, ce n'est qu'un loser fauché. Ma femme a ri. Puis mon petit frère m'a tendu une lettre qui a jeté un froid dans toute la salle. La salle de bal du Ritz-Carlton, au centre-ville de Chicago, était une vision d'élégance qui semblait tout droit sortie des pages de Town & Country. Des lustres en cristal projetaient des ombres dansantes sur des tables drapées de soie ivoire, tandis qu'un orchestre de chambre jouait le canon de Pachelbel avec une précision à la hauteur du prix. Chaque détail criait la richesse. Le genre de vieille fortune qui murmure plutôt qu'elle ne crie, sauf lorsqu'il s'agit de remettre les gens à leur place. Ma femme, Stacy, se tenait à mes côtés dans une robe sur mesure de Vera Wang qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Elle était radieuse, l'image parfaite de la grâce de la haute société avec ses cheveux blonds coiffés en un chignon élaboré et des diamants scintillant à sa gorge. Son père, Harrison Blackwood III, PDG du Blackwood Financial Group, l'une des plus puissantes sociétés d'investissement du Midwest, n'avait reculé devant aucune dépense pour sa petite princesse. Bien sûr, il avait fait en sorte que tout le monde sache que c'était lui qui réglait la note. Je me tenais là, dans mon smoking de location, me sentant comme un imposteur à mon propre mariage. Ça n'avait pas toujours été comme ça. Quand Stacy et moi nous sommes rencontrés pour la première fois à l'université Northwestern, nous n'étions que deux étudiants partageant des parts de pizza à $1 et rêvant de changer le monde. J'étudiais le génie informatique avec une bourse partielle, travaillant la nuit dans un restaurant du campus pour payer mes manuels. Elle se spécialisait en communication, parlant d'utiliser les médias pour aider les gens. Mais quelque part entre la remise des diplômes et aujourd'hui, Stacy s'était transformée. La fille qui faisait du bénévolat dans des refuges pour sans-abri fronçait maintenant le nez en voyant ces gens. La femme qui admirait autrefois mon éthique de travail levait maintenant les yeux au ciel quand je parlais de mon dernier projet logiciel. Elle avait commencé à me regarder avec quelque chose qui me tordait l'estomac. Pas de l'amour, ni même de l'affection, mais de la pitié mêlée de gêne. Pourtant, je suis restée. Je me disais que c'était juste la pression de sa famille, le poids de leurs attentes. Je me suis convaincue qu'au fond d'elle, elle était toujours la fille qui m'avait tenu la main lors des funérailles de mon père, qui avait cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. L'amour triompherait, pensais-je. Mon Dieu, quelle naïveté. Puis vint le toast. Harrison Blackwood s'approcha du micro avec l'assurance d'un homme à qui on n'avait jamais dit non de sa vie. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, son costume italien valait probablement plus que mon salaire mensuel. Il leva sa flûte de champagne en cristal et sourit. Le genre de sourire qui n'atteignait jamais les yeux. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix portant à travers la salle avec une autorité bien rodée. « Aujourd'hui, nous célébrons ma fille Stacy, qui a choisi d'épouser. » Il marqua une pause, son regard me trouvant à l'autre bout de la pièce. Eh bien, disons simplement qu'elle a choisi d'épouser quelqu'un qui n'est pas tout à fait à la hauteur de nos standards habituels. Des rires nerveux parcoururent la foule. Ma poitrine se serra. Mais bon, continua Harrison avec un haussement d'épaules théâtral, l'amour nous fait parfois faire des folies. Au moins, Roger ici sait qu'il a de la chance que Stacy ait dit oui à quelqu'un comme lui. Les rires redoublèrent. Stacy ne s'avança pas pour me défendre. Au lieu de cela, elle attrapa son propre micro avec un petit rire qui fut comme un couteau planté entre mes côtes. « Oh, papa », dit-elle, sa voix empreinte de cette grâce mondaine qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Peut-être que ce soir sera la première fois que Roger verra ce qu'est la vraie classe. Espérons qu'un peu de cela déteindra sur lui. Cette fois, les rires furent assourdissants. Les applaudissements emplirent l'air. Je restai figée, regardant la femme que j'avais aimée pendant 5 ans m'humilier publiquement à notre propre mariage. Mes mains se crispèrent, la rage et le chagrin se livrant bataille dans ma poitrine. Mais je n'étais pas complètement pris au dépourvu. Je regardais à l'autre bout de la salle où mon jeune frère, Danny, se tenait près du fond, son visage un masque de fureur contenue. Il n'avait que 22 ans, terminant encore son diplôme de journalisme à Columbia, mais il avait une vieille âme et une loyauté féroce qui lui avaient valu plus d'ennuis que je ne pouvais en compter. Nous avions parlé avant le mariage. J'avais eu un pressentiment, un sentiment malsain et tordu que cette journée pourrait se dérouler exactement comme elle était en train de le faire.
Je croisai le regard de Danny et lui fis le plus léger des hochements de tête. C'était l'heure du plan B. Danny se fraya un chemin à travers la foule avec détermination. Sa mâchoire était serrée dans cette ligne obstinée que je reconnaissais depuis qu'il avait 5 ans et refusait de manger ses légumes. Il était grand comme moi, avec les mêmes cheveux sombres et les mêmes yeux verts. Mais là où j'avais appris à faire profil bas, Danny n'avait jamais eu peur de dire ce qu'il pensait. « Excusez-moi », lança-t-il, sa voix tranchant les derniers rires comme une lame. Toutes les têtes dans la salle de bal se tournèrent vers lui alors qu'il marchait résolument vers le pied du micro. Je n'avais pas l'intention de parler ce soir, mais mon frère Roger m'a demandé de porter quelque chose, une lettre. Il m'a dit de ne la lire que s'il lui manquait publiquement de respect. Les rires s'éteignirent instantanément. On aurait pu entendre une mouche voler dans cette immense salle de bal. Le visage de Stacy devint blême sous son maquillage soigneusement appliqué. Le sourire suffisant de Harrison vacilla, la confusion traversant ses traits. Les invités s'agitèrent sur leurs chaises, sentant que la soirée était sur le point de prendre une tournure inattendue. Danny plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une enveloppe scellée de couleur crème, avec mon nom écrit dessus de ma propre main. Je le regardai briser le sceau avec une lenteur délibérée, faisant durer le suspense autant que possible. Le gamin avait toujours eu le sens du spectacle. Voyons ce que mon frère a à dire, annonça Danny, dépliant la lettre avec une précision théâtrale. Il s'éclaircit la gorge et commença à lire, sa voix portant clairement à travers la salle de bal désormais silencieuse. À ma femme bien-aimée, à son distingué père, et à tous les invités d'honneur qui viennent de rire d'un homme qu'ils n'ont jamais vraiment pris la peine de connaître, vous avez absolument raison. Je ne viens pas d'un milieu aisé. Je n'ai pas de fonds en fiducie. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai, de récurer les toilettes pendant mes études universitaires à faire des doubles gardes tout en étudiant l'ingénierie. J'ai bâti une petite entreprise de logiciels à partir de rien, avec un ordinateur portable Dell d'occasion et un prêt de $300 de mon colocataire. La flûte de champagne de Stacy tremblait dans sa main. Le visage de Harrison prenait une intéressante teinte de rouge. Je ne me suis jamais beaucoup soucié des symboles de statut ou de sauver les apparences, continua Danny, sa voix stable et claire. Ce qui m'importait, c'était l'amour, la loyauté et le respect humain de base. Alors, je suis resté silencieux quand Stacy a commencé à me parler de haut en public. Quand son père m'a qualifié de projet en cours lors des dîners de famille, quand ses amis m'appelaient son œuvre de charité dans mon dos. Je pensais que c'était temporaire, que vous finiriez tous par voir qui j'étais vraiment sous les costumes d'occasion et la Honda vieille de 10 ans. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je pouvais voir les invités se pencher en avant, suspendus à chaque mot. Certains sortaient déjà leur téléphone. Je me suis trompé, lut Danny, sa voix prenant une tournure plus dure. Mais je n'écris pas ceci pour me plaindre ou chercher la pitié. J'écris ceci pour vous remercier. Parce que pendant que vous étiez tous si occupés à me mépriser, vous n'avez pas vu ce que j'étais en train de construire. La main de Harrison était devenue blanche autour de son verre de champagne. Stacy avait l'air sur le point de s'évanouir. Vous voyez, il y a 3 ans, j'ai discrètement fondé une société appelée Nexus Analytics. Nous sommes spécialisés dans la sécurité des données financières, le genre de cybersécurité dont dépendent les grandes sociétés d'investissement pour protéger les informations de leurs clients. Le mois dernier, j'ai vendu une participation majoritaire dans cette société à Meridian Capital Group. Un halètement collectif parcourut la salle. Meridian Capital était le plus grand concurrent de Blackwood Financial, et tout le monde dans les cercles financiers de Chicago le savait. Harrison, d'ici lundi matin, chaque donnée client que votre entreprise a stockée dans le cloud sera migrée vers les serveurs de Meridian. Vos investisseurs paniqueront en réalisant que leurs informations sont désormais entre les mains de votre plus grand rival. Vos clients fuiront. Des estimations prudentes suggèrent que vous envisagez environ $200 millions de pertes avant que l'hémorragie ne s'arrête. La salle éclata en murmures choqués. Le visage de Harrison était passé du rouge au gris cendré. Son téléphone vibrait déjà dans sa poche, probablement des appels d'urgence de son conseil d'administration. Danny fit une pause, laissant l'ampleur de cette révélation s'installer avant de continuer. Quant à Stacy, tu te souviens de notre contrat de mariage ?
Celui que tu as déchiré à notre fête de fiançailles? Parce que, et je cite, « Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir que je voudrais ?» Eh bien, drôle d'histoire. Sans ce contrat de mariage, tout ce que j'ai construit, y compris ma participation dans Nexus Analytics, devient un bien commun au moment où nous nous disons oui. Félicitations, chérie. Tu es maintenant copropriétaire de l'entreprise qui vient de détruire celle de ton père. Les genoux de Stacy se dérobèrent. Elle s'agrippa à une chaise voisine pour se soutenir, son jour de mariage parfait s'effondrant autour d'elle. Danny replia lentement la lettre, ses mouvements délibérés et finaux. La salle de bal entière retenait son souffle. Je crois qu'il termine par ceci, dit Danny, sa voix portant une note de satisfaction sinistre. Profitez du gâteau de mariage. C'est la dernière chose que je paie. Sur ce, il s'éloigna du micro et se dirigea calmement vers la sortie. Tous les yeux dans la salle le suivirent alors qu'il atteignait la porte, se retourna une dernière fois et me fit un salut militaire sec. Puis il disparut, laissant derrière lui une salle de bal remplie d'un silence stupéfait et une sacrée légende familiale. Je redressai ma cravate, regardai Stacy droit dans les yeux et souris. Vérifie les emails de ton père, dis-je doucement. Je pense que tu les trouveras très éclairants. La salle de bal explosa en un chaos dès que mes mots furent assimilés. C'était comme voir une symphonie parfaitement orchestrée s'effondrer en une cacophonie. Les invités sautaient de leurs sièges, les voix s'élevaient dans la panique et l'excitation, les téléphones portables apparaissant comme s'ils s'étaient matérialisés de nulle part. Harrison Blackwood, l'homme qui avait passé 30 ans à commander des conseils d'administration et à plier les marchés à sa volonté, se tenait figé, son iPhone serré dans sa main tremblante. Son visage passa par des teintes que je ne savais pas que la peau humaine pouvait atteindre. Du gris de la cendre à un violet marbré qui me fit me demander si je devais appeler les urgences. Ça ne peut pas être vrai, murmura Stacy. Mais sa voix porta dans le silence soudain qui était tombé sur notre entourage immédiat. Elle me regardait comme si elle ne m'avait jamais vue auparavant. Son maquillage parfaitement appliqué commençait à couler, les larmes de choc se mêlant à son mascara. Roger. Dis-moi que c'est une sorte de mauvaise blague. Je la regardais vraiment pour ce que je savais être la dernière fois en tant que son mari. La femme qui avait autrefois veillé toute la nuit pour m'aider à déboguer du code semblait maintenant une étrangère portant un visage familier. Stacy, dis-je doucement, tu te souviens de la première fois que tu m'as ramenée à la maison pour rencontrer tes parents? Ton père a jeté un coup d'œil à mon costume de chez JC Penney et à ma Honda Civic vieille de 10 ans et a dit que je n'arriverais jamais à rien. Tu as ri et dit qu'il te protégeait simplement. Elle cligna des yeux, la confusion se mêlant à une prise de conscience naissante. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse. Je n'allais pas me disputer avec lui. Je n'allais pas me défendre. J'allais juste lui prouver qu'il avait tort quand ça compterait le plus. Je redressai mes boutons de manchette. La seule chose chère que je possédais, un cadeau de mon défunt père. Félicitations. Tu as enfin vu ce que je vaux vraiment. Avant qu'elle ne puisse répondre, le rugissement de rage de Harrison déchira l'air comme une tronçonneuse. Mes serveurs. Beugla-t-il, son téléphone maintenant collé à son oreille alors qu'il hurlait sur un pauvre directeur informatique. Comment ça, ils sont bloqués? Comment ça, Meridian a un accès administrateur? C'est de l'espionnage industriel. C'est. Monsieur, vint une voix tremblante derrière lui. Sa directrice des opérations, Patricia Hanley, était apparue à son coude avec son propre téléphone collé à l'oreille. Son visage était pâle comme du parchemin. Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence. La SEC a déjà été contactée par 3 clients majeurs. Notre cours en bourse a chuté de 18% au cours des 20 dernières minutes. Les mots frappèrent Harrison comme des coups physiques. Il chancela en arrière, se rattrapant contre le mur alors que l'ampleur de sa situation commençait à s'imposer à lui. Pendant ce temps, les invités se dirigeaient en masse vers les sorties. L'élite sociale de Chicago, les mêmes personnes qui avaient ri de moi 15 minutes plus tôt, tentaient maintenant désespérément de se distancier de ce qui s'annonçait comme le scandale de la décennie. Je regardais les cartes de visite disparaître dans les poches et les conversations mourir en pleine phrase.
Attends. Stacy attrapa mon bras, ses ongles s'enfonçant dans le tissu de ma veste. S'il te plaît, attends. On peut arranger ça. On peut trouver une solution. Tu m'aimes, tu te souviens? On peut surmonter ça ensemble. Je baissai les yeux sur sa main sur ma manche. La même main qui portait maintenant un diamant de 5 carats qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Stacy, quand est-ce que tu m'as dit pour la dernière fois que tu m'aimais? Pas que tu avais besoin de moi, pas que tu appréciais ce que je pouvais fournir, mais que tu m'aimais vraiment. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Nous connaissions tous les deux la réponse. Quand est-ce que tu m'as défendu pour la dernière fois face à ta famille? Quand est-ce que tu es venu pour la dernière fois à l'une de mes présentations professionnelles? Quand est-ce que tu m'as demandé comment s'était passée ma journée et que tu as vraiment écouté la réponse? Les larmes coulaient maintenant à flot, creusant des sillons dans son fond de teint. Je peux changer. On peut recommencer à zéro. Tu as raison, dis-je doucement, retirant sa main de mon bras. On peut recommencer à zéro, mais nous allons le faire séparément. Je me tournai vers la sortie où Danny m'attendait avec mon sac de voyage, celui que nous avions caché dans sa voiture avant la cérémonie, juste au cas où. Le même sac qui contenait mon passeport, mon ordinateur portable et un billet d'avion pour Portland, où j'avais déjà trouvé un petit appartement et un nouveau départ. Roger. La voix de Harrison claqua comme un fouet à travers la salle de bal. Je me retournai pour le voir s'avancer vers moi, le visage tordu de rage et de désespoir. Tu penses que tu peux détruire ma famille et t'en aller comme ça? Je te poursuivrai en justice pour tout ce que tu possèdes. Je vais te ruiner. Je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais dans cette ville. Je souris, le premier vrai sourire que j'avais arboré de toute la journée. Harrison, je viens de transférer une participation majoritaire dans une entreprise de 100 millions de dollars à ton plus grand concurrent. Tu penses vraiment que je m'inquiète de tes avocats? Sur ce, je me dirigeai vers la sortie. Derrière moi, je pouvais entendre les sanglots de Stacy se mêler aux appels téléphoniques de plus en plus frénétiques de son père. Ce son aurait dû me briser le cœur. Au lieu de cela, c'était comme si les chaînes d'une prison tombaient. Danny me rejoignit à la porte avec mon sac et les clés de sa voiture de location. Prêt à partir? Demanda-t-il doucement. Je jetai un dernier regard à la salle de bal, aux fleurs hors de prix et à l'élégance soigneusement arrangée qui avait masqué tant de laideur. Plus que prêt. Alors que nous sortions dans la nuit de Chicago, j'entendis les premières sirènes au loin. Qu'elles se dirigent vers nous ou vers une autre crise, je ne le savais pas et je m'en fichais. Pour la première fois en 3 ans, j'étais libre. Mardi matin, l'histoire avait explosé sur toutes les plateformes d'information financière du pays. Depuis ma modeste chambre d'hôtel à Portland, je regardais mon ancien beau-père devenir le sujet principal de CNBC, Bloomberg et du Wall Street Journal. Le groupe Blackwood Financial s'effondre après un mystérieux transfert de technologie, lisait le titre qui défilait sur l'écran de mon ordinateur portable. En dessous, une photo particulièrement peu flatteuse de Harrison quittant son bureau du centre-ville avec une mallette, flanquée de son équipe juridique. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer depuis lundi matin. Des journalistes, d'anciens collègues et des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années voulaient tous savoir si les rumeurs étaient vraies. Le discret Roger Mitchell avait-il vraiment fait tomber l'une des plus puissantes dynasties financières de Chicago avec une seule révélation le jour de son mariage? J'ai éteint mon téléphone après le 15e appel d'un journaliste du Chicago Tribune. La chambre d'hôtel n'avait rien de spécial, un Holiday Inn Express avec vue sur le parking, mais elle me semblait un palais comparé à la cage dorée dans laquelle j'avais vécu. J'avais commandé une pizza dans un endroit en bas de la rue, le genre de plat réconfortant, gras et parfait que Stacy aurait dédaigné, et je la mangeais directement dans la boîte en regardant mon ancienne vie imploser en direct à la télévision. La SEC a lancé une enquête complète sur le Blackwood Financial Group suite à des allégations de délits d'initiés et de mauvaise gestion des données clients, rapportait le présentateur de CNBC. Des sources proches de l'entreprise signalent que des clients majeurs ont déjà commencé à retirer leurs comptes, avec des pertes estimées à plus de 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. C'était le double de ce que j'avais prédit dans ma lettre. Apparemment,
l'empire de Harrison avait été plus fragile que je ne l'avais même imaginé. Mon ordinateur portable sonna, signalant un email. L'expéditeur me fit rire aux éclats. Stacy Mitchell. Elle avait pris mon nom, une chose que j'avais oubliée dans tout ce chaos. L'objet était, s'il te plaît, lis ceci. Je suis désolé. Je fixai l'email pendant un long moment avant de le supprimer sans l'ouvrir. Certaines conversations étaient terminées avant même d'avoir commencé. À la place, j'ai ouvert mon navigateur et j'ai regardé la couverture médiatique sous un angle différent. Les réseaux sociaux s'étaient emparés de l'histoire avec le genre d'enthousiasme viral habituellement réservé aux scandales de célébrités. Le hashtag Wedding Revenge, vengeance de mariage, était en tendance sur Twitter, avec des gens partageant leurs propres histoires de résistance face aux brutes et aux familles toxiques. Mais c'est le journalisme d'investigation plus approfondi qui a vraiment attiré mon attention. Les journalistes avaient commencé à creuser dans les pratiques commerciales du Blackwood Financial Group, et ce qu'ils avaient trouvé dressait un tableau de corruption systématique qui allait bien au-delà de ce que j'avais découvert. Apparemment, mon petit transfert de données avait été le fil qui a détricoté tout le pull. Harrison utilisait les informations des clients pour des délits d'initiés, manipulant les cours des actions et détournant des frais de gestion depuis des années. Ma révélation n'avait fait que donner aux enquêteurs l'excuse dont ils avaient besoin pour y regarder de plus près. Mon téléphone sonna. Danny, qui appelait de New York. « Tu regardes les infos ?» demanda-t-il sans préambule. Un peu difficile de l'éviter. « Comment ça se passe à Chicago ? » C'est la folie. Stacy a été virée de son poste de relations publiques dans l'entreprise de papa. Apparemment, un journaliste entreprenant a trouvé un enregistrement audio d'elle se moquant de leurs clients lors d'un gala de charité l'année dernière. Quelque chose à propos des idiots qui jetteront de l'argent sur n'importe quoi avec une belle présentation. Je grimaçai. Cela ressemblait bien à la Stacy que j'avais appris à connaître ces dernières années, celle qui avait remplacé la fille idéaliste dont j'étais tombé amoureux. Et écoute ça, continua Danny. Elle a appelé nos parents pour essayer de les convaincre de te faire pression pour que tu reviennes. Maman lui a dit, et je cite, de prendre son fonds en fiducie et son attitude et de se débrouiller toute seule. Cela me fit sourire. Notre mère, Sarah Mitchell, était une institutrice à la retraite de Peoria qui avait élevé 2 garçons avec un salaire d'enseignante après la mort de notre père. Elle n'avait jamais aimé l'attitude arrogante de Stacy, mais elle avait gardé ses opinions pour elle pour mon bien. Apparemment, cette époque était révolue. Et le côté juridique ? Demandai-je. Des nouvelles sur le fait qu'ils essaient vraiment de me poursuivre ? Leur équipe juridique est trop occupée avec l'enquête de la SEC pour s'inquiéter de poursuites pour vengeance. De plus, d'après ce que j'entends, tout ce que tu as fait était parfaitement légal. Impitoyable, mais légal. Je me suis adossé sur la chaise d'autel inconfortable et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Une paix authentique. Danny, je peux te demander quelque chose ? Vas-y. Tu étais nerveux ? En lisant cette lettre devant tous ces gens. Il rit. Terrifié. Mais tu sais quoi ? Voir la tête de ce salaud suffisant quand il a réalisé qu'il s'était fait d'avoir. Ça en valait totalement la peine. Tu aurais dû voir le regard que Stacy m'a lancé quand je suis sortie. Comme si elle ne pouvait pas croire que le petit Danny Mitchell venait de pulvériser son monde entier. Je suis fière de toi. Tu sais, il fallait du courage. J'ai appris du meilleur, grand frère. En parlant de ça, quel est ton plan maintenant ? Tu ne peux pas te cacher dans cette chambre d'hôtel pour toujours. Je regardais autour de la petite pièce, la boîte à pizza sur le bureau, les vêtements soigneusement pliés dans ma valise, l'ordinateur portable montrant mon ancienne vie en train de brûler en temps réel, et je réalisais qu'il avait raison. Il était temps d'arrêter de fuir et de commencer à construire. Je vais recommencer à zéro, dis-je. Pour de vrai cette fois. Fini d'essayer de correspondre à la vision du succès de quelqu'un d'autre. Fini de me faire plus petit pour que les autres se sentent à l'aise. Ça me plaît. Besoin d'aide ? Je souris. En fait, oui. Ça te dirait de déménager à Portland ?
Tu me proposes un travail? Je te propose un partenariat. Il est temps de construire quelque chose qui soit vraiment à nous. Le silence à l'autre bout du fil dura un instant. Puis Danny éclata de rire. Le genre de rire profond et authentique que je n'avais entendu chez aucun de nous deux depuis des années. Roger. Oui. Foutons tout en l'air et construisons quelque chose de mieux. Pour la première fois depuis le jour de mon mariage, je me sentis à nouveau moi-même. 6 mois plus tard, je me tenais dans un entrepôt reconverti du Pearl District de Portland, regardant Danny expliquer la mission de notre entreprise à une salle remplie d'investisseurs potentiels. L'espace ne ressemblait en rien à la salle de conférence en marbre et acajou de Harrison Blackwood, murs de briques apparentes, éclairage industriel et meubles dépareillés que nous avions achetés d'occasion. Mais il y avait une énergie ici, un sentiment de possibilité que je n'avais jamais ressenti pendant toutes mes années à essayer d'impressionner l'élite financière de Chicago. Phoenix Digital Solutions n'est pas juste une autre entreprise technologique, disait Danny, en désignant l'écran mural affichant notre portefeuille de clients. Nous construisons une technologie qui sert les communautés, pas les actionnaires. Nos clients sont des organisations à but non lucratif, des banques communautaires, des écoles et des petites entreprises qui ont été négligées par les grands acteurs de l'industrie. Notre public n'était pas la foule habituelle de capital risqueurs en costume. C'étaient des propriétaires d'entreprises locales, des leaders communautaires et quelques entrepreneurs technologiques qui avaient fait fortune et voulaient maintenant investir dans quelque chose de significatif. Au fond de la salle était assise Maria Santos, l'ancienne directrice financière d'une grande coopérative de crédit de Portland, qui était devenue notre première investisseuse majeure après nous avoir contactés suite à la couverture médiatique de mon mariage. Parleur du projet Riverside, lancé-je de l'endroit où je me tenais près de la machine à café. Autre différence avec mon ancienne vie, ici, le PDG se faisait son propre café et nettoyait son propre bureau. Danny sourit. Il y a 3 mois, le centre communautaire de Riverside est venu nous voir avec un problème. Leur laboratoire informatique utilisait des machines vieilles de 15 ans. Et les enfants essayaient d'apprendre la programmation sur du matériel qui pouvait à peine faire fonctionner un traitement de texte. Au lieu de simplement leur vendre de nouveaux ordinateurs, nous nous sommes associés à eux pour créer un programme complet d'alphabétisation numérique. Il passa à la diapositive suivante, montrant des photos d'adolescents travaillant sur des ordinateurs portables modernes, leurs visages illuminés de concentration et d'excitation. Nous avons fourni l'équipement, les logiciels et la formation. En retour, nos stagiaires d'été travaillent directement avec les enfants, leur apprenant tout, du codage de base à la conception de sites web. C'est une situation gagnant-gagnant. Maria leva la main. Quel est le retour sur investissement financier d'une telle opération? Je m'avançai. Le retour monétaire direct est modeste, admis-je. Mais 3 de ces jeunes travaillent maintenant à temps partiel pour nous tout en terminant le lycée. 2 autres ont reçu des bourses complètes pour le programme d'informatique de la PSU, et le centre communautaire nous a référé à 4 autres organisations à but non lucratif qui ont des besoins similaires. Vous construisez la loyauté, observa James Chin, qui dirigeait une chaîne de restaurants locaux et envisageait notre proposition pour un système de commande personnalisé. De vraies relations à long terme au lieu de simples transactions. Exactement, dit Danny. Nous avons appris que lorsque vous investissez dans les gens au lieu des simples marges bénéficiaires, le retour est décuplé. Après la présentation, je me suis retrouvé sur le petit balcon de l'entrepôt, regardant l'horizon de Portland. La ville n'était pas aussi spectaculaire que Chicago, mais il y avait quelque chose d'honnête qui me plaisait. Pas de prétention, pas de course désespérée au statut, juste des gens essayant de se construire une bonne vie pour eux-mêmes et leur communauté. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, je l'ouvris. Roger, je sais que tu ne veux probablement pas de mes nouvelles, mais je voulais que tu saches que je me fais aider. Thérapie. Je commence à comprendre à quel point mon comportement était toxique, à quel point je t'ai blessé. Je n'attends pas de pardon, mais je voulais que tu saches que j'essaie de redevenir la personne dont tu es tombé amoureux. B. Je fixai le message pendant un long moment, attendant de ressentir quelque chose. De la colère, de la tristesse, peut-être même de l'espoir. Au lieu de cela,
je ressentis la même paix tranquille qui était devenue ma nouvelle norme. Le chemin de Stacy vers l'amélioration de soi était le sien, mais ce n'était plus ma responsabilité de le soutenir ou de le célébrer. Je supprimai le message sans répondre. Pensée profonde? Danny m'avait rejoint sur le balcon, portant 2 tasses du bon café que nous nous étions offerts pour la présentation. Juste en train de fermer de vieux chapitres, dis-je, acceptant la tasse avec reconnaissance. Comment on s'en est sorti là-dedans? Maria met $200 000. James veut commencer avec un programme pilote pour ses restaurants. Et cette femme de l'ONG environnementale veut nous rencontrer la semaine prochaine pour une refonte complète de son site web. Danny sourit. Je pense qu'on va vraiment y arriver. Tu as l'air surpris. Pas toi. Il y a 6 mois, nous planifions un type d'entreprise très différent. Quelque chose de plus grand, de plus tape à accent grave l'œil, plus comme ce que tu avais construit avant. J'y ai pensé. Dans les suites immédiates du désastre de mon mariage, j'avais pensé à la vengeance, à construire quelque chose de si réussi que cela ferait regretter à Stacy et Harrison la façon dont ils m'avaient traité. Mais quelque part en chemin, cette motivation s'était transformée en quelque chose de plus sain. Tu sais ce qui est drôle? Dis-je. J'ai passé 3 ans à essayer de prouver que j'étais assez bien pour le monde de Stacy. Il s'avère que je ne voulais pas être assez bien pour ce monde-là. Je voulais construire quelque chose de mieux. Danny fit un signe de tête vers l'entrepôt derrière nous, où notre petite équipe était déjà de retour au travail malgré leur tardive. 3 employés à temps plein, 2 contractuels à temps partiel et une poignée de stagiaires qui acquéraient une expérience réelle tout en terminant leurs études. Tu penses que c'est mieux? Demanda-t-il. Je regardais Sarah Kim, notre développeuse principale, expliquer quelque chose à Marcus, l'un de nos stagiaires du lycée. Elle était patiente, encourageante et sincèrement excitée de partager ses connaissances. Cela me rappela pourquoi je m'étais lancée dans la technologie en premier lieu. Pas pour l'argent ou le prestige, mais pour la pure joie de résoudre des problèmes et de créer quelque chose d'utile. Beaucoup mieux, dis-je. On se sent à la maison ici. Mon téléphone vibra à nouveau, cette fois avec une notification de notre compte email d'entreprise. Un message de quelqu'un du département d'informatique de l'Université d'État de Portland s'enquérant d'un partenariat potentiel pour leur projet de fin d'études. On dirait que le mot se répand, observa Danny, lisant par-dessus mon épaule. Bien, répondis-je, composant déjà une réponse dans ma tête. On ne fait que commencer. En rentrant à l'intérieur, j'aperçus mon reflet dans la porte vitrée. Des épaules détendues, un sourire sincère, des yeux qui n'étaient pas constamment en train de calculer comment naviguer dans les attentes de quelqu'un d'autre. Je ressemblais à l'homme que j'étais avant de m'être perdu dans le monde de Stacy, fait de standards artificiels et de richesses héritées. Pour la première fois depuis des années, je me ressemblais. 2 ans après le mariage qui a tout changé, je me suis retrouvée pour la première fois dans mon ancien quartier de Chicago depuis ce jour catastrophique. Je n'étais pas là par nostalgie. Phoenix Digital Solutions avait été engagé pour moderniser les systèmes informatiques du centre communautaire St. Michael, le même endroit où j'avais fait du bénévolat en tant qu'étudiant, enseignant aux enfants les bases de l'informatique. Le quartier avait changé. De nouveaux cafés et boutiques de créateurs s'étaient installés. Une partie de la gentrification qui s'étendait depuis le centre-ville, mais St. Michael S restait le même, un bâtiment en briques avec des portes peintes de couleurs vives et des fenêtres couvertes de dessins d'enfants. M. Roger. Une voix m'appela alors que je sortais de ma voiture de location. Je me retournai pour voir Marcus Thompson. Pas le stagiaire du lycée qui avait travaillé pour nous l'été précédent, mais un jeune homme confiant dans sa première année à l'Université d'État de Portland. Il était rentré pour les vacances de printemps et apparemment, le mot s'était répandu que j'étais en ville. Marcus, content de te voir, mec. Comment se passe l'université? C'est incroyable, dit-il, son visage s'illuminant d'enthousiasme. Je me spécialise en génie informatique, tout comme toi. Le professeur Williams dit que je suis l'un des meilleurs étudiants de son cours de programmation. Cela me fit sourire.
Marcus avait été l'un des jeunes du projet du centre communautaire de Riverside, un adolescent silencieux qui semblait au départ plus intéressé par le basketball que par le codage. Mais il avait persévéré et maintenant il s'épanouissait. Je voulais te remercier, continua-t-il, son ton devenant plus sérieux. Pas seulement pour l'informatique, mais pour m'avoir montré qu'il y a plus d'une façon de réussir. Mon grand frère, il court toujours après le tabac sans drave-l'œil. Les voitures chères, les vêtements de marque, essayant d'impressionner les gens. Mais en te regardant, toi et Danny, construire Phoenix à partir de rien, en aidant les gens au lieu de simplement faire de l'argent. Ça, c'est la vraie réussite. Ces mots me frappèrent plus fort que je ne l'aurais cru. Marcus, c'est toi qui as fait le travail. J'ai juste fourni du matériel et des encouragements. Non, c'était plus que ça. Tu nous as montré qu'être intelligent et travailler dur était quelque chose dont il fallait être fier, pas quelque chose à cacher. La moitié des gars de mon quartier pensent que l'éducation, c'est pour les nuls, mais tu as prouvé que le savoir, c'est le pouvoir. Alors qu'il s'éloignait, je me suis mis à penser à cette lettre que Danny avait lue à mon mariage, celle qui avait commencé tout ce voyage. À l'époque, je l'avais écrite avec colère, comme une arme à utiliser contre les gens qui m'avaient humilié. Mais d'une manière ou d'une autre, elle était devenue tout autre chose. À l'intérieur de St. Michael S., j'ai rencontré le père Martinez, le directeur du centre communautaire, pour discuter de leurs besoins technologiques. En traversant le bâtiment, il m'a montré le laboratoire informatique, des machines obsolètes qui me rappelaient douloureusement mes propres débuts difficiles. Ces ordinateurs datent de 2015, expliqua le père Martinez avec un air d'excuse. Nous continuons à demander des subventions, mais il y a toujours quelque chose de plus urgent. Les réparations du toit, les factures de chauffage, la nourriture pour le garde-manger. Et si je vous disais que ce ne serait pas un problème ? Dis-je doucement. Je dirais que vous êtes très généreux, mais nous ne pouvons pas nous permettre. Pas un don, un partenariat. Phoenix Digital Solutions fournit l'équipement et la formation, et en retour, nous pouvons utiliser cet endroit comme laboratoire d'enseignement pour nos stagiaires. Vos enfants reçoivent une éducation technologique de pointe. Nos gens acquièrent une expérience réelle en travaillant avec des communautés diverses. Le père Martinez me fixa. Vous feriez ça ? Père, cet endroit a façonné qui je suis. C'est ici que j'ai appris que la technologie devait servir les gens, et non l'inverse. Je ne peux pas penser à un meilleur investissement. En nous serrant la main pour sceller le partenariat, je ressentis quelque chose que je cherchais depuis le jour de ce mariage. Pas la vengeance, pas la justification, mais un but. Ce soir-là, je me suis retrouvée dans un petit bar près de mon ancien appartement, sirotant une bière et réfléchissant à tout ce qui avait changé. J'étais si perdue dans mes pensées que j'ai failli ne pas remarquer la femme qui s'est glissée dans la banquette en face de moi. Bonjour, Roger. Je levai les yeux pour voir Stacy assise en face de moi, mais pas la Stacy dont je me souvenais. Fini les cheveux parfaitement coiffés et les vêtements de marque. Cette version portait un jean et un simple pull, un maquillage minimal, ses cheveux ramenés en une queue de cheval décontractée. Elle avait l'air réelle, vulnérable. Stacy. Je gardai ma voix neutre. J'ai reçu tes messages. Tous. J'ai choisi de ne pas répondre. Je sais. Je ne t'en veux pas. Elle enroula ses mains autour de sa tasse de café. Du café noir, remarquai-je. Pas le latte élaboré qu'elle préférait autrefois. J'ai entendu dire que tu étais en ville pour le travail. Je voulais te voir, pour essayer d'expliquer. Tu n'as rien à m'expliquer, l'interrompis-je doucement. Nous ne sommes plus mariés. Nous ne sommes plus rien. Je le sais aussi. Elle prit une inspiration tremblante. Roger, j'ai passé les 2 dernières années en thérapie à essayer de comprendre comment je suis devenue la personne qui a ri quand mon père t'a humilié. Comment je suis devenue quelqu'un qui pouvait être si cruel envers quelqu'un que je prétendais aimer. Malgré moi, je me suis mis à écouter. La vérité, c'est que j'étais terrifiée, continua-t-elle. Terrifiée de ne pas être à la hauteur des attentes de mon père. Terrifiée que les gens voient à travers l'image que j'avais construite.
Alors, pour me sentir plus grande, je te faisais sentir plus petit. Et je me suis convaincue que c'était normal, que c'était ce que faisaient les gens qui réussissent. Stacy, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Je ne demande pas de pardon. Je ne demande pas une autre chance. Je voulais juste que tu saches que la personne qui t'a blessé, qui a trahi ta confiance, ce n'était pas vraiment moi. C'était celle que je suis devenue quand j'avais peur et que j'étais perdue, essayant de répondre à la définition de la valeur de quelqu'un d'autre. Elle sortit de son sac un morceau de papier plié, un papier de couleur crème familier qui me serra la poitrine. J'ai gardé une copie de la lettre que Dani a lue, dit-elle doucement. Je l'ai lue probablement une centaine de fois au cours des 2 dernières années. Sais-tu ce qui a finalement fait tilt? Ce n'était pas la partie sur la destruction de l'entreprise de mon père ou même la partie sur le contrat de mariage. C'était la fin. Elle déplia le papier avec un soin respectueux, sa voix à peine plus qu'un murmure alors qu'elle lisait « Je n'ai pas bâti des richesses. J'ai bâti des gens. Je n'ai pas couru après la gloire. J'ai couru après l'impact. » Les larmes coulaient maintenant à flot, mais elle ne les essuyait pas. « C'est qui tu as toujours été, Roger. C'est de cette personne que je suis tombée amoureuse à l'université. Et d'une manière ou d'une autre, je me suis convaincue que cette personne n'était pas suffisante. J'avais tellement tort. » Nous sommes restés en silence un moment. Quand j'ai finalement parlé, ma voix était plus douce que je ne l'avais prévu. « Stacy, ce que tu as fait m'a profondément blessée. Mais garder cette colère me faisait encore plus de mal. J'ai dû la laisser partir pour mon propre bien, pas le tien. Je sais, et je suis contente que tu l'aies fait. Ce que tu as construit avec Phoenix, la façon dont tu aides les gens, dont tu changes des vies. C'est le Roger dont je me souviens. C'est l'homme que j'aurais dû soutenir au lieu de démolir. » Elle se leva, laissant la copie de la lettre sur la table entre nous. « Je voulais juste que tu saches que ta lettre n'a pas seulement changé ta vie, Roger. Elle a changé la mienne aussi. Elle m'a montré qui je pourrais être si j'arrêtais d'avoir peur et si je commençais à être authentique. » Après son départ, je suis restée seule avec la lettre, lisant mes propres mots d'il y a 2 ans. Mais maintenant, ils signifiaient quelque chose de différent. Ils n'étaient plus une arme. Ils étaient une profession de foi, un rappel de qui j'avais choisi de devenir. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai mise dans mon portefeuille, à côté d'une photo de l'équipe de Phoenix Digital Solutions lors de notre dernière retraite d'entreprise. Les 2 morceaux de papier racontaient la même histoire, de manière différente.